Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de l'Université catholique de Lille où se déroule la grande biennale Ecopos. Vous le savez, c'est la première édition de cette biennale. C'est vraiment un pari que les organisateurs et les patrons de l'université ont osé faire en faisant en sorte d'amener ici des experts, des prospectivistes, des scientifiques, des activistes. C'est vraiment un moment unique qu'on est en train de vivre. Alors moi je suis Frédérique Bedos, je suis la fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine, et dans cette biennale Ecopos, j'ai mis en place avec mes équipes un grand festival de films, de cinéma, le festival Ecopos by Imagine, le festival par-delà les images, et l'idée c'est vraiment d'utiliser le langage filmique, la grammaire de l'audiovisuel comme une passerelle vers une réflexion plus approfondie. Donc pour chaque film, ensuite on va vers une grande conversation avec des experts, des invités de premier plan qui viennent parler avec leur cœur, leur tripes, et évidemment aussi avec leur connaissance, leur intelligence. Ce sont vraiment des moments d'échange uniques. C'est un grand privilège de participer à cette grande programmation. C'est le 3e jour de ce festival. On est déjà très... ça remue, ça bouleverse. Et aujourd'hui, on se concentre sur la question migratoire. Et j'ai la grande chance d'avoir 2 invités que j'aime énormément, qui sont à mes côtés. Rima Hassan qui a fondé très récemment, et elle va nous en parler plus en détail, l'Observatoire des camps de réfugiés. Merci Rima d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation et très contente d'être avec vous. Extra. Et puis David Robert qui est le directeur général de l'association Singa, donc directeur général de Singa France. Bonjour David. Bonjour. Alors au moment où on se parle, on est en direct donc, dans la salle Teilhard de Chardin est en train d'être projeté un film exceptionnel qui s'appelle Limbo. Limbo, un film réalisé par un réalisateur écossais qui s'appelle Ben Sharrock, qui est d'ailleurs le scénariste aussi de ce film. C'est son 2e long métrage, et rien qu'en 2 longs métrages, il a déjà fait une percée, il est très très remarqué. Ces films ont été sélectionnés un peu partout dans le monde, dans des festivals de premier plan, dont le Festival de Cannes. Et c'est vrai, je dois le dire, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Pour chaque jour, en fait, on aborde une thématique différente. Hier, c'était la biodiversité, demain, ce sera les nouvelles technologies, dimanche, on va faire une grande journée sur la jeunesse et son combat. Et donc, on avait vraiment envie de mettre en lumière la question migratoire. Et avec Julie Bergeron, avec laquelle on a beaucoup travaillé sur la programmation, on a regardé énormément de films parce qu'il fallait à chaque fois juste un film pour venir illustrer cette thématique. Et pour nous, c'était très important de trouver le film qui non seulement va traiter de la question de manière brillante, mais aussi va garder de l'espérance, une certaine lumière, parce que c'est ça aussi notre positionnement. Et d'ailleurs, la Biennale Ecopos a pour slogan « Oser l'éloge du futur ». Donc, il faut qu'il y ait cette lumière. Et je dois dire qu'on a regardé beaucoup de films, des films magnifiques, mais à la fin, vraiment, on avait une sensation de désespoir. On était bouleversés, mais il y avait vraiment très peu de lumière, et donc on ne savait pas comment faire. J'ai failli abandonner cette question en me disant, mais peut-être qu'il faudra en parler plus tard. Est-ce que ça vous étonne, le fait que ce soit compliqué d'aborder cette question-là, qui est évidemment poignante, mais de garder espérance ? Rima. Allez, je commence. Je pense que c'est un sujet qui est éminemment compliqué, puisque c'est les causes qui sont plus grandes que soi en réalité, les questions de migration, mais pas que. Et les enjeux de migration s'inscrivent vraiment dans ces causes qu'on ne peut pas porter seul. Qu'il faut nécessairement inclure dans une réflexion collective, dans un projet de société. Et on est aussi là, je pense, pour dire à quel point la perception qu'on se fait des migrations entraîne ou pas des actions, notre mobilisation, et donc aussi des élans de société. Si on perçoit les migrations comme un problème, comme quelque chose qu'il faut absolument résoudre ou endiguer, on va avoir forcément un certain nombre d'actions de politiques qui vont en découler et qui vont n'entraîner qu'une section en fait de défis et de problèmes. Et à l'inverse, si on perçoit, et aussi, en tout cas on apprend à percevoir les migrations comme un défi, pas que comme une opportunité. L'idée c'est pas de rentrer dans ce débat-là de tout est noir ou tout est blanc. Et puis on n'est pas là pour enjoliver ni rien. Exactement, on regarde en face. C'est un réel défi. Si on le perçoit comme ça,
on ouvre le champ des possibles. Et donc on questionne ce que chacun à son échelle peut faire, l'associatif, le politique, le citoyen, les acteurs économiques, on en a un tout petit peu parlé en introduction, mais il est aussi nécessaire de les mobiliser. Donc, disons que le sujet peut paraître extrêmement lourd, extrêmement compliqué à porter si on se sent seul, investi de cette mission de faire énormément de pédagogie et de sensibilisation sur ce sujet. Néanmoins, si on a véritablement une mobilisation qui peut être collective, citoyenne, où chacun trouve sa place et où chacun a le sentiment de donner, de faire sa juste part, on peut entraîner un élan d'espérance, je pense, sur le sujet. Et il est important d'entraîner cet élan-là, précisément parce que le sujet est très vaste. Alors, il est très vaste et il est éminemment humain. On parle de trajectoire de vie, de parcours de vie d'hommes, de femmes, d'enfants. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement poignant. Alors, dans le langage cinématographique, on essaye d'incarner ces parcours de vie. Et à partir du moment où c'est vraiment le parcours du combattant, parce que c'est souvent ça, la réalité, et que ça ne se termine pas toujours bien, on peut comprendre que ça donne vraiment plus une vision sombre et qui peut nous donner du désespoir. David, Robert, qu'est-ce que vous en pensez ? Rima a bien introduit la question, c'est-à-dire que quand on parle de migration, en vérité, on ne parle pas, et j'aime bien ce titre, soit dit en passant, l'humanité en mouvement, on ne parle pas vraiment d'humanité, on ne parle pas vraiment de mouvement. On parle soit des causes qui ont engendré la migration, la plupart du temps la guerre ou la misère ou des régimes politiques dictatoriaux ou autres, et les conséquences. Et les conséquences, c'est les files d'attente à la préfecture ou les tentes au bord du canal à Paris ou à Calais, ici, pas très loin d'ici. Et aussi des gens, des hommes et des femmes qui se noient aussi, que ce soit la traversée de la Méditerranée ou celle de la Manche. Évidemment. Et moi j'aime bien reprendre l'image de ce qui permet à l'homme de vivre. C'est généralement de manger et de boire. Et j'ai souvenir qu'on a tendance à dire que la migration a existé toujours, on le sait, depuis, on est assez bien documenté sur le sujet, et les problèmes liés à la migration ont a priori été évidents à partir du moment où le premier éleveur nomade a rencontré le premier agriculteur sédentaire. Ce qui nous fait remonter à peu près aux origines du néolithique. À partir de là, il y a deux solutions. Soit on trouve le moyen de vivre ensemble en se disant que les bêtes peuvent se nourrir ici, et puis l'agriculteur sédentaire est potentiellement dédommagé par l'éleveur, et l'éleveur est aidé dans le mouvement par l'agriculteur. Et à ce moment-là, ça fait ce qu'on appelle une société, et ça permet de vivre ensemble. Soit il y a un conflit, parce que les gens ne se parlent pas, ou parce qu'ils ne voient le mouvement que par le prisme des problèmes qu'ils créent. Voilà. Et donc comme une menace. Et donc comme une menace, évidemment. Donc j'aime bien prendre cet exemple qui est un peu caricatural du premier agriculteur sédentaire qui rencontre le premier éleveur nomade. La migration, c'est un postulat de l'humanité. C'est ce qui, si on était grandiloquent, on dirait que c'est la pollinisation du génie humain. C'est bien vu, j'aime bien. Cette image des abeilles aussi. Et puis la question, c'est comment on voit autre chose que les problèmes, et comment moi je pense toujours à Pierre Desproges qui disait: le cancer, je suis contre. Ah, c'est génial, mais j'adore. Merci Pierre. Et puis après, on n'est pas pour ou contre Internet. Internet, c'est à la fois magnifique, c'est une société de services exceptionnelle, c'est l'avenir de la démocratie numérique, etc. Et en même temps, c'est les fake news, c'est Cambridge Analytica, etc. La migration, c'est un postulat de l'humanité, et il y en a qui décident de vivre avec. On est parfois forcé de vivre avec, comme on est forcé de vivre avec Internet. Comment on fait pour en tirer le meilleur pour les sociétés ? Voilà. L'humanité en mouvement. Le mouvement, c'est la vie aussi. Donc qu'est-ce que ce serait une société qui peu à peu va même encore plus loin que la sédentarisation, carrément se fossilise, et j'utilise ce mot vraiment en pensant, enfin j'ai une référence, c'est que hier on avait donc la chance d'avoir la grande activiste indienne Vandana Shiva, et lors de la masterclass qu'elle nous a fait l'honneur de donner ici à l'Université catholique de Lille, elle a à un moment fait allusion à un de ses livres qui s'appelle Soil and Not Oil. Déjà là, trop fort, donc le sol plutôt que le pétrole. Et à ce moment-là, elle a dit, vous savez, le problème, c'est pas le problème des énergies fossiles. Le problème, c'est la fossilisation de nos esprits. Ça vous inspire ? Alors,
rebondir sur cette référence, c'est toujours fort, un peu compliqué. Il y a du level, hein. On est dans une université, on met le level. Non, mais moi, ça me fait écho à des sociétés qui seraient inhospitalières, en fait, ces questions-là. Quand on renvoie à cette nécessaire humanisation des migrations, c'est de se dire comment on arrive à être à la hauteur de ce défi de l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est pas combien de personnes on va accueillir, c'est aussi et surtout comment. Et c'est aussi et surtout comment on fait corps en fait avec cette population-là qu'on doit accueillir, comment on arrive à avoir un programme commun de vision, de société. Et ce qui peut paraître assez compliqué, effectivement, c'est que les migrations, il n'est pas juste question de défis purement de politique publique, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois à appréhender cette question que par les moyens qu'on doit mobiliser ou par les politiques qu'on doit penser en la matière. Et en réalité, il y a vraiment c'est quelque chose qui doit être diffus dans toute la société, cette notion d'hospitalité. Et malheureusement, je pense qu'actuellement, on n'est pas à la hauteur. Et moi, c'est quelque chose qui me terrifie un peu parce que moi, j'ai eu besoin de cette hospitalité pour trouver ma place. Et je l'ai trouvée en partie, mais grâce à cette hospitalité dont j'ai pu bénéficier et qui émanait pas nécessairement du politique, mais qui émanait de celles et ceux qui ont aidé ma mère quand elle est arrivée pour ses premières démarches, de celles et ceux qui l'ont aidé à traduire ses premiers courriers. Je rappelle peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, donc Rima Hassan, vous êtes d'origine palestinienne, oui, et vous avez passé donc une grande partie de votre enfance et vous êtes née dans un camp de réfugiés, oui, en Syrie, oui, et vous êtes arrivée en France donc à l'âge de 10 ans. Oui. Votre mère vous avait précédé, hein, oui, et avait essayé donc, et ça lui a pris genre 6-7 ans, 7 ans pour réussir à organiser le fait de faire venir ses enfants en France, et donc voilà ce parcours que vous avez vécu dans votre chair. Oui, totalement, et c'est vrai que moi en arrivant à Niort, ça n'a pas été évident, mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir vu une mobilisation autour de ma mère, donc de quelques proches qui ont embrassé ce défi d'hospitalité. Donc ils l'ont aidé à meubler son premier appartement, qui l'ont aidé à faire ses premières démarches, qui lui ont fait une place, qui ont véritablement fait une place. Et c'est grâce à toutes celles et ceux qui embrassent ce défi d'hospitalité que des personnes comme moi arrivent à trouver aussi leur place et se sentir appartenir à un nouveau corps et à une société. Donc il y a vraiment toute cette notion de ce qu'on veut diffuser en fait dans une société et de ce sur quoi on veut mobiliser dans une société. Et il suffit pas juste de penser la chose avec le politique et avec un programme politique sur ces enjeux-là. Alors, j'aime énormément, c'est très riche tout ce que vous venez de partager avec nous, Rima. Quelques remarques, vous venez de dire quelque chose de très beau, prendre sa place, avoir sa place. Ça me fait aussi penser à une autre remarque qu'a fait Vandana Shiva hier, quand elle disait aujourd'hui le défi c'est plus la possession, etc. C'est le sens du belonging, donc c'est vraiment ce sentiment d'appartenance et je pense que ça relève de cela. Et ce que vous venez aussi de souligner, donc c'est effectivement de quelle manière l'hospitalité peut être organisée de manière étatique, mais il y a aussi véritablement le rôle de chacun en tant que citoyen. Et là, pour le coup, c'est justement, David Robert, ce que vous essayez un peu d'organiser au sein de Singa, c'est cet accueil de manière vraiment à hauteur d'être humain, quoi. On a toujours du mal à définir un peu ce qu'on fait, à part créer du lien social, ce qui veut souvent pas dire grand-chose. Et il y a quelqu'un une fois, qui était un ancien administrateur de la Croix-Rouge, qui a dit en fait Singa, c'est l'approche collaborative pour les défis liés à la migration. Et j'aimais bien ça, cette idée qu'on ne peut pas commettre l'intégration de façon verticale. Un État ne peut pas dire à quelqu'un, maintenant tu t'intègres. Et se sentir chez soi, c'est avoir noué suffisamment de liens sociaux pour appréhender les codes culturels, savoir, quand on dit deuxième à gauche, que c'est la deuxième rue à gauche, et puis comprendre l'humour français, qui est sans doute une des plus grandes complexies après les AOP. Bon courage. Mais il y a tout ça, ça ne se fait qu'à l'aune du capital social qu'on a réussi à créer autour de soi. Et en fait, le fait qu'on parle souvent de politique migratoire pour parler des problèmes liés à la migration, ça implique aussi, ça construit dans notre cerveau le fait que
l'État ou les collectivités, en tout cas la puissance publique, est tributaire et responsable de la réalité de la migration, qui est quand même un phénomène on ne peut plus horizontal. N'importe qui peut être obligé de migrer un moment, peut vouloir migrer un moment. Et donc, le fait qu'on ait dénié un peu, de façon un peu déresponsabilisante, aux citoyens leur capacité à contribuer à l'accueil et à une société plus inclusive, on a un peu conforté dans leur tête. Et quand je dis on, c'est pas un on complotiste, c'est le système de welfare state, tous les avantages aussi d'un État qui soit centralisé ou non, comme en France, mais cette idée de se dire qu'on va prendre soin des autres avec tout un système social qui fonctionne, ça a aussi d'une certaine façon déresponsabilisé aussi les citoyens dans leur rôle interculturel et dans la capacité qu'ils doivent avoir à faire que les autres se sentent chez eux. C'est très marquant quand on a un groupe d'amis. Il y a le nouveau conjoint de quelqu'un qui appartient à un groupe d'amis très net. Ce nouveau conjoint arrive. Si lui force cette complicité de façon naturelle, ça va mettre un peu les autres sur la défensive. Si les autres sont extrêmement obséquieux en disant mais bienvenue, mais sens-toi ici chez toi, le plus de fois on dit bienvenue, le plus de fois on renvoie au fait que cette personne n'est pas encore vraiment chez elle alors que nous on est chez nous. Et donc il y a tout ce paradoxe qui fait que pour se sentir vraiment chez soi, il faut un équilibre entre celui qui accueille, qui donne, qui accepte un petit peu de la manière d'être de l'autre. Donc c'est pas seulement un Rome fait comme les Romains, c'est ta minuscule différence dans notre grand groupe, ça fait un petit peu changer la couleur. Il y a un point bleu qui vient dans un ensemble rouge, ça vire un tout petit peu au violet, même si la dominante reste rouge. C'est souvent la différence entre l'inclusion et l'intégration. L'intégration, c'est un Rome fait comme les Romains, on en a besoin un peu. Et puis l'inclusion, c'est comment on s'adapte un petit peu à la différence de l'autre. Et à grande échelle, c'est un défi qui n'est pas toujours simple à relever. Très intéressant. Vous voulez rebondir, Rima ? Ouais, ça me fait penser à une phrase que j'avais dite à un moment donné pour parler de cette question-là, sur le fait que l'intégration ne se dictait pas, mais elle se vivait. Et je trouve que les injonctions à l'intégration sont assez lourdes et assez déconnectées justement de ces réalités, où globalement ça se passe très bien en fait quand on connecte ces populations-là, c'est-à-dire que la société haute et les nouveaux arrivants, quel que soit leur statut, mais on a tendance à faire croire que c'est un énorme défi, alors qu'il suffit simplement, à mon sens, de créer les conditions pour que cette intégration se vive la plus sereinement possible, et non pas la penser avec une liste d'injonctions qui sont très déconnectées, encore une fois, du terrain. Alors, ce que j'ai envie de relever aussi, c'est l'importance des mots et la justesse des mots. Poser vraiment les beaux mots, parce qu'en fait, ça a beaucoup de conséquences. Les mots créent la réalité. Et il y a notamment, et vous venez de l'évoquer, cette expression que vous utilisez, les nouveaux arrivants. Et alors que dans le débat public, en règle générale, c'est plutôt on parle des migrants. Comment c'est reçu ça, quand Rima Hassan, ça vous fait quoi ce mot migrant comme ça, sans arrêt, à toutes les sauces ? Migrant, on en a oublié que ça voulait dire quelque chose en fait. C'est-à-dire que le mot migrant, c'est un statut, c'est les personnes qui migrent, mais qui peuvent cumuler du coup d'autres statuts par la suite. Ça peut être soit pour des raisons professionnelles, soit pour du séjour, soit pour une demande d'asile. Et donc ça ne veut rien dire migrant en fait. C'est simplement le statut d'une personne qui est en mobilité. Et la façon dont il est présenté aujourd'hui, ce terme renvoie effectivement à une masse, et on en oublie l'individu et l'humanité de chacun, de toutes celles et ceux qui composent ce groupe. Et dire migrants, ça renvoie aussi à l'idée que ce sont des personnes qui n'ont pas des droits spécifiques. C'est stigmatisant, c'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. Et en même temps, il ne faut pas non plus catégoriser, c'est-à-dire que c'est comme une catégorie, c'est-à-dire que quand on parle de migrants, ça renvoie quand même à une catégorie, comme quand on parle des réfugiés, comme quand on parle de demandeurs d'asile. Donc je pense que notre intention dans le recours à ce terme de nouveaux arrivants, c'est justement d'éviter de segmenter les populations qui sont en situation de migration, et d'éviter effectivement une connotation qui soit péjorative, qui est aujourd'hui majoritairement relayée par le politique ou les médias en ce sens. Donc c'est un peu pour contrer l'image qui est actuellement véhiculée de ces populations. Et la segmentation qui nous est offerte, c'est souvent une segmentation juridique. Dire, alors, est-ce que toi tu es en demande d'asile, ou est-ce que en fait, tu as déjà obtenu l'asile, est-ce que tu es débouté, est-ce que tu es sans papier ? Et en fait, c'est une segmentation qui n'a de valeur que juridique.
Et en fait, juger ou appréhender les groupes de population en fonction de leur statut juridique, dès qu'on sort du domaine migratoire, c'est complètement absurde. Non, la société n'est pas séparée entre ceux qui ont fait un contrat de mariage et ceux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Ça n'a absolument aucun sens si on regarde à quelle catégorie de couple appartenez-vous. Je ne sais pas, c'est une image que j'aime bien reprendre régulièrement aussi, la société n'est pas segmentée entre les gens qui ont le permis A et le permis B. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc le problème est que l'appréhension du politique et du juridique sur la question migratoire fait qu'on se met à segmenter les gens en fonction d'un statut qui ne dit rien ni de la réalité de leurs besoins, encore moins de leurs talents et de ce qu'ils peuvent apporter à la société aussi. Donc on dit nouveaux arrivants pour dire ceux qui n'ont pas encore les codes socioculturels de là où ils habitent. Alors c'est une périphrase qui est un peu longue et un peu pénible, donc on dit nouveaux arrivants. Oui, et puis ça rappelle que ce sont d'abord des personnes, pas des numéros, pas une masse, voilà, parce que ça déshumanise finalement, on est bien d'accord. J'aime bien ce que vous disiez sur l'importance des mots, c'est-à-dire qu'on le voit bien sur toute la question du genre et sur la place des femmes dans le débat public. Aujourd'hui, il y a une féminisation des adjectifs qui prend beaucoup plus de place dans le débat et tout le monde sent au fond de soi que ça contribue à une meilleure reconnaissance des besoins de parité. Donc on a des exemples sur la question écologique, c'est la même chose. Le fait d'arrêter de parler de réchauffement et de commencer à parler de dérèglement climatique, on est exactement là-dedans. On dit non, réchauffement c'est beaucoup trop positif par rapport au phénomène que ça désigne. On dit même bouleversement aussi climatique. Bouleversement, il y a un sociologue américain célèbre qui dit cancer climatique. Wow. Et je suis contre. Je suis contre. et en fait, essayer d'utiliser le bon niveau de caractérisation, c'est très important, parce qu'en l'occurrence, on parle d'un phénomène qui est neutre, qui est le phénomène de la migration, qui peut avoir des conséquences catastrophiques, et d'autres nettement plus belles. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on fait très attention, mais je pense comme toute forme d'activisme, on fait très attention au vocabulaire qu'on emploie. Alors, dès le début de la conversation, j'ai beaucoup aimé parce que tu as parlé de l'homme de Néandertal, etc. Donc, il y a aussi cette question de l'histoire. Avoir conscience aussi de l'histoire humaine, de où on vient, pour pouvoir un peu envisager où est-ce qu'on va aller. Ici, on est dans une université. Donc, c'est aussi le temple du savoir, l'université. Et tous les deux, le moins qu'on puisse dire, si vous êtes assez capés, toi, tu as fait Sciences Po, il me semble. Et vous, Rima, vous avez fait des grandes études de droit jusqu'à aller sur un parcours doctoral. Qu'est-ce que c'est pour vous l'importance des études et d'ailleurs quand je vous ai invité à venir parler ici, est-ce que ça a évoqué quelque chose de fort pour vous, le fait que cet écrin ce soit l'université? J'ai une phrase là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas d'action sans conscientisation. Et tout le travail de conscientisation, pour moi, il est immédiatement lié à l'accès au savoir. Et c'est une des missions, je pense, qu'on se donne aussi avec l'Observatoire et Singa, mais c'est de faire aussi énormément de pédagogie. Et c'est même une responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement continuer à travailler avec toutes celles et ceux qui sont acquis à nos causes, qui font partie de tout un écosystème déjà mobilisé ou déjà militant sur ces questions. Mais on a besoin selon le public et selon les interventions qu'on va avoir, de mobiliser différents types de savoirs sur ces questions et sur ces migrations et pour s'assurer qu'à la fin de chaque prise de parole, on a touché notre public. On est parti avec le sentiment d'avoir rempli cette mission aussi de faire de la pédagogie et de sensibiliser. Donc on a besoin, en tout cas je pense que moi je sais que j'ai besoin de systématiquement questionner la façon dont j'appréhende ce savoir que j'ai ou que j'essaie de diffuser sur mon sujet qui est les camps de réfugiés, et de le modeler en fonction du public ou des prises de parole que je vais avoir. Donc c'est au cœur, en fait, c'est véritablement au cœur de tout ce que j'essaie de porter et de tout le travail de sensibilisation qu'une organisation peut... Ce qui veut dire aussi garder de l'humilité, garder le doute, ça je trouve que c'est très très important. David. Mais en même temps c'est super ingrat, parce qu'on a aussi le rôle soit le rôle du moralisateur, soit le rôle de l'ennuyeux de service qui va ramener des vieilles théories. Alors qu'on sait que ce qui fait changer les gens, ce qui les déconstruit un peu, pour utiliser un mot qui, même le mot déconstruire, des fois il fait peur à un certain nombre de personnes. Ça devient très clivant aussi, voilà, épidermique. Pas parler de déconstruction, on parler d'abord de sensibilisation, ensuite de comment on fait réfléchir. On sait que ce qui fait réfléchir, c'est soit un chiffre qui marque, ça les télés d'information continue le savent bien, et soit c'est une rencontre.
Et donc il faut toujours trouver le bon mix entre je suis sérieux parce qu'en fait j'ai un certain nombre de bases intellectuelles solides, et quand on parle de migration, qui est un phénomène antédiluvien, le juger à l'aune d'un fait divers comme on le fait systématiquement, c'est, j'allais employer un mot très savant, c'est ontologiquement stupide. Si on parle d'un phénomène comme le climat, on ne le juge pas à l'aune de la météo. Si on parle d'un phénomène comme la migration, on ne le juge pas à l'aune d'un fait divers. Et donc on a ce côté un peu pénible, esprit de sérieux de temps en temps, et en même temps il faut qu'on ait ce côté rencontre humain, il faut qu'on dise des bêtises, il faut qu'on fasse la fête ensemble, parce que c'est que ça qui fait réaliser que en fait, les catégories de population ne se rencontrent pas, et que le lien social entre les nouveaux arrivants et les locaux, il est encore trop faible pour que la société soit vraiment accueillante. Alors j'aime beaucoup cette idée de dire des bêtises, faire la fête ensemble, parce qu'encore une fois, c'est toujours comment on va humaniser cette rencontre, comment on va faire en sorte donc d'avoir cet esprit d'hospitalité. Et alors j'ai envie de vous partager de manière très personnelle, en fait c'est très instinctif comme ça. Vous savez, moi je viens d'une famille un peu particulière, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, et c'est tout près d'ici, ici on est à l'Université catholique de Lille, et ma famille adoptive, notre aventure humaine s'est faite à Croix et à Roubaix. Et en fait, donc dans cette famille où on était du monde entier, c'était quand même un concentré du monde sous un même toit, et bien ma mère adoptive disait toujours le mot accueil et le mot amour, c'est le même mot. Alors, ça vous inspire l'amour ? On revient à cette question d'hospitalité pour moi, et effectivement l'hospitalité c'est faire de la place chez soi en fait, et faire de la place de chez soi, c'est pas que dans sa maison, c'est aussi d'une certaine façon dans son cœur, c'est porter de l'attention à l'autre, c'est être à l'écoute de ses besoins, c'est se questionner sur ce qu'on peut apporter à l'autre, bien sûr toujours à son échelle, et c'est éminemment lié. Donc je pense que votre maman, elle avait entièrement raison, et le problème étant, c'est que on ne diffuse pas assez, je ne sais pas si c'est par pudeur ou si c'est si c'est sciemment pensé, cette distance qu'il faut systématiquement mettre, mais même entre nous, c'est-à-dire que moi qui ai eu un peu un vécu dans deux sociétés très différentes, c'est vrai qu'il y a une forme de froideur parfois. Alors je ne sais pas si c'est lié à nos sociétés modernes développées, ou justement à nos sociétés aussi très individualistes, mais parfois on appréhende même l'idée de parler avec quelqu'un dans la rue, alors qu'en plus il n'y a même pas encore peut-être cette différence-là. Donc si on rajoute en plus ces différences culturelles, les différences de parcours, ça crée des fossés supplémentaires. Donc il est urgent de reparler, je pense, de cette chaleur humaine qu'on peut chacun à son échelle faire rayonner. Mais là, encore une fois, on renvoie à des questions de projet de société, et il faudrait peut-être un peu moins d'individualisme et un peu plus de collectif. Et moi, je trouve ça assez frappant. Par exemple, je donne un exemple, mais quand ma mère elle est arrivée en France, elle avait jamais le réflexe de fermer à clé sa porte, parce que on ferme jamais à clé. Et puis en fait, si le voisin rentre, c'est pas grave, et puis en fait il peut même rentrer s'il veut et puis se servir dans le frigo, et il y a eu vraiment un choc de culture presque avec la perception qu'on a en face, en France, du coup on se barricade, où il faut vraiment se méfier, si on laisse son sac à 3-4 mètres de soi, il faut absolument aller le récupérer, parce que du coup on se méfie de toutes celles et ceux qui nous entourent. Et pour moi ça c'est vraiment typique de ce qu'on pourrait, en fait, ce qu'on devrait retrouver. David, ça vous inspire ? On parle d'amour, donc j'ai la tête dans les nuages. Ça m'a marqué quand j'ai fait la connaissance des fondateurs de Zynga et que je me suis mis à leur coller au basque plusieurs années de suite. Ça m'a marqué la place qu'ils donnaient aux émotions. Moi j'avais ce mythe un peu du travail social où on met les émotions à distance pour pouvoir aider de façon très professionnelle des pauvres personnes qui auraient besoin de notre aide, souvent condescendante, soit dit en passant. Et j'étais très étonné de voir ce rapport à l'émotion. Et c'est marrant, il a fallu que je me préoccupe de la question climatique beaucoup plus fort pour me rendre compte que c'était lié. Et de la même manière que quand on parle de rapport à la biodiversité, de rapport au vivant, tout de suite c'est des mots qui font un peu peur, qui parfois se disent c'est des fous un peu sectaires, etc. En fait, ce rapport au vivant, il a forcément quelque chose à voir avec le cœur. Et cet alignement de la tête et du cœur,
il y a encore peu de temps, moi j'aurais dit que c'était un truc de jeunes hippies en communauté et puis plus le temps passe et plus je le comprends et que ce soit sur les grandes questions de société, on le voit bien que on peut pas comprendre le lien qui nous lie avec la nature si on se laisse pas frissonner quand il y a un petit vent qui vient sur une chaude soirée d'été. C'est un peu la même chose. En fait, on peut pas comprendre l'humanité qu'il y a derrière une personne qu'on met dans un groupe informe qu'on appellerait les migrants si on se laisse pas un petit peu, si on n'écoute pas un peu ses émotions. C'est évidemment à double tranchant, c'est difficile, a fortiori quand on travaille dans ce milieu. Pour autant, c'est une injonction d'une stupidité, d'une banalité folle. Mais c'est vrai qu'on a du mal à dire autre chose, qu'il faut un peu écouter ses émotions aussi quand on fait une politique publique. Alors je trouve ça merveilleux, la conversation qu'on vient d'avoir. On pourrait refaire le monde ensemble. Je retiens une chose, effectivement, ce qu'on vient de dire sur ce mot amour, sur voilà, c'est émotionnel. Premièrement, c'est vrai que la manière dont on a envisagé le festival de cinéma que nous mettons en place au sein de cette Biennale Ecopos, c'est justement parce que le langage cinématographique permet de connecter à nos émotions, vraiment de nous faire vibrer. Hier, on avait un magnifique film sur la préservation de la biodiversité, un film qui s'appelle Everything Will Change, et plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux, et donc on sentait qu'il y avait une émotion palpable, et au moment où on a échangé comme ça à chaud avant de passer au débat, c'était très beau parce qu'avec une grande simplicité chacun s'exprimait, et c'était aussi parce qu'ils venaient de vivre un moment en communion aussi ensemble, où on se tait, où on s'enrichit, on prend et on vibre ensemble. Donc tout ça, ça me paraît absolument essentiel, et je ne vois pas effectivement comment on peut envisager les défis auxquels on est confronté d'une autre manière. Et je voudrais terminer. Dans le débat, il y avait Éric de Kermel, qui est donc romancier, écrivain, éditeur, notamment dans le groupe Bayard de Terre Sauvage, le magazine Terre Sauvage. Et à un moment, il a dit « Nous vivons aussi une crise de la sensibilité ». Je trouve que c'est merveilleux. La messe est dite. Donc c'est une invitation. Vous êtes tous attendus ici à l'Université catholique de Lille pour la Biennale Ecopos. Allez sur le site internet ecopos.fr, regardez une programmation vraiment très riche. Inscrivez-vous, prenez votre passe, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. On vous attend. Merci beaucoup.